Merci d'être avec nous cette année encore pour cette réunion régulière sur la loi de finances. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. On a parlé de plusieurs sujets de la loi de finances. On a eu une présentation en introduction qui disait qu'on était quand même dans un événement budgétairement toujours exceptionnel avec des années particulières. Néanmoins, à chaque fois que l'on se voit, je commence la réunion en vous posant une question que je n'ose plus vous poser aujourd'hui. C'est comment a évolué l'endettement public de la France, qui reste un sujet préoccupant, mais je sais que c'est un point sur lequel vous avez exercé depuis des années une vigilance forte. À quelle fin, vous allez me dire, je ne sais pas. Mais est-ce que peut-être en introduction, on peut aborder ce sujet, et puis il y aura plein d'autres à votre guise, mais sur cette notion d'endettement public, comment on a évolué depuis l'année dernière? Mal. Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, quelques mots pour commencer sur la situation de nos finances publiques, parce que personne n'en parle. C'est vraiment un sujet que l'on évite soigneusement. Et pourtant, la situation de nos finances publiques, après la crise sanitaire et à l'issue de ces 5 années de cette législature, la situation de nos finances publiques s'est considérablement dégradée. Si on remonte à 2012, en 10 ans, la dette a progressé de l'ordre de 1 000 milliards d'euros. Elle est stabilisée aujourd'hui à 115% du PIB. À une époque, on disait qu'il ne faut pas dépasser les 60 puis les 100%. 90, puis les 100. Et seule l'Italie est plus endettée que nous. Seule l'Italie. Donc, nous sommes vraiment très mal classés. Et encore, en Italie, il y a une différence. Il y a deux différences. D'une part, leur dette publique est détenue quasi exclusivement par des Italiens, notamment le système financier italien, les banques italiennes. Et nous avons 40% de notre dette publique qui est détenue par des non-résidents non-européens. Non-résidents non-européens, 40%. Donc, ça nous met quand même dans une situation de vulnérabilité. Et puis, la deuxième différence, peut-être la plus importante, c'est qu'en Italie, le solde primaire du budget de l'État est positif. Alors, c'est quoi le solde primaire? C'est un raisonnement tout simple consistant à dire, supposons que nos prédécesseurs n'aient pas endetté le pays. Il y aurait donc, dans le budget, aucun frais financier. Il n'y aurait pas d'intérêt à payer. Donc, enlevons les intérêts du budget français, comme si on n'avait pas de dette. Est-ce que pour autant, une fois qu'on a enlevé ces 40 et quelques milliards de dépenses annuelles, est-ce que nous continuons à dépenser plus que nous gagnons? Eh bien, nous continuons. Et nous continuons de façon forcenée. Pour vous donner un exemple, en 2022, on vient de voter un budget qui présente un déficit de l'ordre de 150 milliards. Et quand on regarde en face quelles sont les dépenses que couvre ce déficit, eh bien, l'investissement qui justifie l'emprunt ne représente que 25 milliards. Et si on enlève les dépenses militaires, on a un investissement civil qui est seulement d'une dizaine de milliards. Donc, d'un côté, on va emprunter 150 milliards, et de l'autre, on va en investissement financer, donc par la dette, seulement 25 milliards. Donc, le reste, c'est la dépense d'exploitation. Le reste, c'est de la dépense de fonctionnement récurrente qui est soit de la masse salariale, soit des transferts sociaux. Et donc, imaginez le budget d'une entreprise, compte d'exploitation d'une entreprise dans ces conditions, évidemment. Alors, là où les choses sont en train de changer, c'est ça qui est préoccupant. Parce que, vous savez, ça fait des années et des années que je mets en garde sur la progression de la dette, parce que, objectivement, tout gouvernement confondu, toute majorité confondue, on fait de la dette. On fait de la dette. Et il y a eu la crise financière en 2008-2009, là, il y a la crise sanitaire.
Mais bref, on fait de la dette. On fait beaucoup plus de dettes que les Allemands, ou que les pays nordiques, ou que les Espagnols, et maintenant que les Italiens. Et surtout, quand le calme revient, on ne se désendette pas. Or, la situation est en train de changer. Parce que s'endetter, et c'était tout le charme de l'argent magique, quand vous empruntez à 10 ans à 0%, ça ne pose pas de problème. D'autant que, mais ça je l'avais déjà expliqué ici, la mobilisation d'emprunts chaque année dans notre pays, nous sommes le premier emprunteur avec un emprunt public de l'ordre de 220, même plus aujourd'hui, 230 milliards d'euros. Et puis avec les déficits, plus encore. Mais en période normale, ces 220 milliards servaient pour une petite centaine de milliards à couvrir l'écart annuel dépenses et recettes, et pour les 120 autres milliards, à remplacer le capital qui vient à échéance chaque année. Notre dette publique s'élevant à l'horizon de fin 2022, je donne le chiffre, à 3 000 milliards d'euros. Or, quand vous empruntez à taux zéro, vous refinancez le capital qui vient à échéance, et si vous refinancez du capital qui vient à échéance, qui vous coûtait du 3-4%, par de la dette à 0%, vous faites une économie qui s'est trouvée toutes ces dernières années supérieure aux intérêts supplémentaires que génère l'augmentation mécanique de la dette. Donc, tout allait bien. Mais il y a un élément nouveau dans le paysage, c'est le retour de l'inflation. Alors, vous aurez observé que les économistes et le gouverneur de la Banque de France beaucoup de grands penseurs européens, comme on dit, le consensus dans les élites économiques et financières qui nous gouvernent était jusqu'à une période récente, jusqu'à il y a un mois et demi, qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter, que cette inflation allait être temporaire. Moi, j'ai fait une intervention assez musclée début octobre sur la loi de finances 2022 pour expliquer les raisons pour lesquelles, à mes yeux, elle ne serait pas temporaire. Il y avait des effets structurels, pas seulement le prix de l'énergie et la transition énergétique, mais également tous les goulets d'étranglement qu'on a observés, qui se maintiennent, et que, par ailleurs, on n'y était pas encore, mais on risquait de retrouver la fameuse boucle augmentation des prix, augmentation des salaires, la fameuse boucle inflationniste. Et bon, je me souviens à l'époque, notamment Bruno Le Maire, qui m'avait répondu, m'avait dit non, pas du tout, c'est temporaire, tout ça. Et j'ai été très intéressé par la déclaration toute récente, ça date de la semaine dernière, du gouverneur de la Banque de France, qui a lancé enfin un message d'alerte et qui l'a illustré par le chiffrage suivant, qui donne bien le montant des problèmes. Si notre dette augmente de 1%, de 100 points de base, notre dette publique, au terme de 10 ans, les frais financiers, je ne parle pas du capital, mais les frais financiers coûteront 39 milliards de plus. C'est pratiquement le budget de la défense. Et dès cette année 2022, avec le retour de l'inflation, comme nous avons une partie de notre dette en OATI, c'est-à-dire des obligations indexées sur l'inflation, on se prend 4 milliards de plus. C'est complètement nouveau. Parce que depuis 2010-2011, chaque année, la dette, on faisait des économies sur les frais financiers parce que l'endettement était moins coûteux, surtout depuis 2012, puisque la crise des dettes souveraines en 2011, on était un peu affectés, nous, en France, mais pas trop. Or, nous sommes maintenant le pays pratiquement le plus endetté, et donc on devient très vulnérable sur notre financement. Or, comment est-ce qu'on a financé
toutes les aides qui étaient nécessaires aux entreprises. Comment on finance le blocage à 4% du prix de l'électricité? Comment on finance la stabilisation du prix du gaz? Comment on finance les 3,8 milliards de prime inflation? Parce que l'État est appelé à la rescousse sur tous les sujets. Comment on finance, qui a été annoncé cet après-midi par le Premier ministre, les 400 millions d'augmentation avec des fiscalisations à la clé de l'indemnité kilométrique? Exclusivement par la dette, pas par des économies, par la dette. Mais si d'un seul coup, l'endettement devient beaucoup plus coûteux, ça n'est plus possible. Or, nous sommes aujourd'hui prisonniers de l'argent magique de la dette. Il est partout. Et ce qui me frappe, c'est que dans le débat public, quand on regarde la télé à 20h, quelles que soient les chaînes, publiques, privées, pareil sur TF1, c'est toujours le même leitmotiv sur tous les sujets, l'État paiera. L'État paiera. L'État paiera. Ce matin, c'était les maisons de retraite, les EHPAD, tu vois. Il n'y aura qu'à augmenter le. Mais l'État, comment il paye? Il paye en s'endettant, exclusivement, parce que vous n'avez jamais d'économie à la clé. Et je vois qu'à l'ordre du jour, il y avait la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation. C'est quand même la bagatelle de 17 milliards d'euros par an. Qui la paye? C'est l'État, puisqu'il compense. Comment il la finance? Par la dette. Et donc, je commence à, cette fois-ci, m'inquiéter, mais à force d'avoir joué les Cassandres sur ce sujet et les événements m'ayant donné tort, puisque on a emprunté sans limite, voilà, ce n'est pas du tout le même scénario qu'en 1981-82, où on avait le franc, et où en 1981-82, on a ouvert les vannes, mais dès 1983, c'était le tournant de la rigueur. Parce que l'inflation avait augmenté, parce qu'on a dû dévaluer 3 fois, parce qu'il a fallu demander auprès de l'Arabie Saoudite des lignes de crédit, parce qu'on a bloqué les magnétoscopes à Poitiers, souvenez-vous, c'était la totale. C'était la totale. Puis les départs de capitaux, le contrôle d'échange. Là, on a une protection assurance touriste, c'était l'euro. Donc, la question maintenant, c'est de savoir si l'euro va continuer de nous protéger. Et là, retournons-nous à ce qui s'est passé il y a 10 ans en Italie et en Espagne. Je ne parle pas de la Grèce, je parle de l'Italie et de l'Espagne. Ils ont eu une crise de dette souveraine d'une violence inouïe. En l'espace de quelques semaines, pendant l'année 2011, les taux d'intérêt auxquels se finançait le gouvernement espagnol sont passés de 3-4% à 8%. Et ça s'est traduit par des coupes sombres dans tous les transferts aux régions espagnoles, remise en cause de tout le système de transferts sociaux, le modèle social. Et bon, on l'a vu, vous en souvenez peut-être, mais ça a été violent. Même chose en Italie. Nous, on est passé à travers les gouttes. À l'époque, je me souviens, j'étais rapporteur du budget, je me souviens bien des chiffres, on a eu un moment de grande inquiétude parce que notre spread, c'est-à-dire l'écart avec l'Allemagne de financement sur les marchés financiers, est monté jusqu'à 80, même presque 100 points de base. Et c'est tout. Ce n'était pas 400 points de base, 500 points de base, comme pour l'Italie et l'Espagne. Or, aujourd'hui, nous sommes vraiment devenus le pire pays de la zone euro. Le pire. Le pire. À la fin de cette année, l'Espagne sera moins endettée que nous. L'Italie est en excédent primaire. Et on a nos amis allemands. Et moi, mon analyse, c'est que nos amis allemands, avec surtout le changement de majorité, et un ministre des Finances libéral, FDP, Christian Lindner, qui est actuellement en place, nos amis allemands ne vont absolument pas agir pendant la campagne présidentielle, mais dès que celle-ci sera finie, je pense à l'automne, ils vont nous demander de serrer la vis. Et ils ont tous les moyens de le faire. Alors aujourd'hui, on vit en pleine illusion, puisque vous verrez dans tous les journaux économiques, les journaux sérieux,
de belles photos de Bruno Le Maire, bras dessous avec Christian Lindner, et on vous parle d'augmentation de la dette mutualisée, de modification des critères de Maastricht pour sortir justement les investissements et permettre de s'endetter encore plus au nom des investissements. Mais quand vous regardez la presse allemande, c'est exactement le contraire. Et c'est évident que ce sera le contraire. Parce que le retour de l'inflation en Allemagne, et nous, justement, pour le moment, on a une inflation très inférieure. En Allemagne, elle est montée à 5-6%. Le retour de l'inflation en Allemagne, c'est génétique. Pour eux, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable. Donc, je pense qu'on va sortir des politiques accommodantes de déversement de liquidités de la Banque centrale européenne. Au passage, vous voyez ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et le krach boursier aux États-Unis est lié à la remontée des taux de la Réserve fédérale. Et ça peut aller très, très, très vite. Et donc, nous allons probablement courir des jours très, très difficiles dès l'élection présidentielle passée. Sauf que d'ici là, tout le monde se déchaîne en promesses. Et tout le monde. Alors, évidemment, Anne Hidalgo, elle fait beaucoup plus fort parce que elle est socialiste, on va doubler le salaire des enseignants, etc., etc. Mais tout le monde. Et regardez de près dans le débat public, même les journalistes économiques n'osent pas interroger les candidats sur comment vous allez faire des économies, quelles économies, comment vous allez vous y prendre. Vous proposez des baisses d'impôts, comment vous les financez? Et donc, cet argent magique qui a changé, puisque pendant 2 ans, soit les entreprises, tout le monde a été arrosé, et je ne dis pas que ce n'était pas partie nécessaire, hein, mais cet argent magique a modifié profondément notre culture, qui était déjà une culture, quand même, on ne se préoccupait pas trop d'équilibrer nos comptes. Et là, je crains que le réveil, après les présidentielles, soit très, très douloureux. J'étais un peu long, je ne veux pas jouer trop les Cassandres, non, mais voilà. C'est très important. Alors, la question que j'ai quand même envie de te poser, c'est par quel angle il faut attaquer ça? Parce que si on a l'inflation qui augmente, on a bien compris le coût de l'argent qui augmente, et donc les déficits qui vont partir en vrille. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la même réaction qu'a eu l'Espagne ou l'Italie sur les coupes sombres de... Mais on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Alors, pour le moment, on a un seul programme qui est chiffré, où il y a des économies chiffrées, c'est celui de Valérie Pécresse. Mais tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis. Par exemple, elle s'est engagée sur moins 200 000. Moins 200 000 fonctionnaires. Bon, dans le programme, c'est chiffré à 10-12 milliards d'économies. En réalité, pour une connaissance intime, c'est plutôt 6-7 milliards. Mais au moins, ça y est. Ça y est. Il y a la réforme des retraites, avec, si j'ai bien compris le chiffrage, qui me paraît là plutôt exact, mais non pas un trimestre de plus par an, mais 6 mois de plus par an. Ce qui change, vous savez, auparavant, c'était 1 an tous les 4 ans. Et on ralliait 65 ans en 2020 et quelques. Donc, il y a des réformes. Dans le programme public, on prévoit notamment de réduire les aides tous azimuts aux entreprises, avec une économie chiffrée à 6 milliards, même pas, même je crois de mémoire, c'est 10 milliards d'euros. Donc, des économies, il y en a. Nous sommes dans une dépense publique qui aujourd'hui est de 1 500 milliards d'euros, qui représente 57% du PIB. Bon, on doit pouvoir y arriver. Il faut que tout le monde s'y mette. Les comptes sociaux, les comptes de l'État, mais aussi les comptes des collectivités locales. Et psychologiquement, on est encore moins prêt qu'on l'était en 2017. Souvenez-vous de la campagne de 2017, en tout cas de François Fillon. C'est un programme extrêmement rigoureux. Mais aujourd'hui, si vous voulez gagner les élections, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une telle approche. Donc moi, je suis dans une situation psychologique un peu paradoxale. Je suis persuadé qu'on va devoir faire des efforts, mais
on ne va pas annoncer du sang et des larmes moins que jamais si on veut gagner ces élections. Voilà où on en est. Très bien. Alors, ça, c'est sur le financement public. Donc, bien sûr, ce qui va nous intéresser dans le cadre de notre réunion de ce soir, c'est comment les entreprises vont pouvoir réagir dans cet environnement incertain. On a déjà là une sortie, j'ai envie de dire une sortie, même si depuis le temps qu'on annonce la sortie de la crise sanitaire, elle tarde quand même elle se prolonge quand même un peu. Pour certains secteurs. Pour certains. Heureusement limité. Et donc, on a quand même aussi le poids des PGE, sur lequel je voudrais bien qu'on revienne aussi un peu sur son évolution. Donc, quelles sont les principales perspectives qui vont nous permettre de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler à un désendettement rapide et immédiat des entreprises. Comment on peut avancer? Non, d'abord, sur l'endettement public, le reflux va être très, très lent. Très, très lent. Donc, tout à l'heure, j'évoquais 100% du PIB en 2032, puisque c'est le chiffrage qui est dans le programme de Valérie Pécresse. Vous voyez que c'est beaucoup plus lent que ce qu'on envisageait il y a à peine 2 ans. On envisageait il y a 2 ou 3 ans de revenir à, de mémoire, pas à 60%, mais à 80% à l'horizon 2027-2028. Là, 100% en 2032. Alors, derrière ça, il y a des constats réalistes. Et là, je réponds à votre question sur les PGE. PGE, pour le moment, pas de problème. On n'a jamais eu aussi peu de faillites d'entreprises parce qu'on reporte. Mais si l'argent public se met à coûter 2 ou 3%, on ne pourra pas reporter. Et ce que je crains, c'est qu'il y a un phénomène d'accumulation d'entreprises qui, en d'autres temps, ont mis la clé sous la porte. Et du jour au lendemain, quand on sera obligé on ne retirera jamais l'échelle d'un seul coup, mais même en le faisant progressivement, il y aura pas mal de chutes, ça c'est certain. Après, il y a ces secteurs qui pour le moment, ne s'en sortent pas bien, mais ils ne sont pas, en fait, ils sont pas si nombreux. Il y a l'événementiel, le culturel, en partie l'hôtellerie-restauration, en partie, parce que ce n'est pas vrai partout. Si je prends l'exemple localement, au Péreux, les restaurants, ça ne marche pas si mal. Par contre, dans Paris, avec le télétravail haut, dans certains quartiers, si vous êtes restaurateur à la Défense, c'est dramatique. Voilà, mais est-ce qu'on pourra soutenir à bout de bras alors qu'il y a des changements structurels? L'État ne peut pas tout. Enfin, c'est Lionel Jospin qui l'avait dit, ça ne lui a pas porté chance, mais l'État ne peut pas tout. Bien, on va profiter pour dire aux uns et aux autres que vous pouvez bien sûr poser des questions à M. Carrez, soit par le biais des questions-réponses, où nos intervenants peuvent prendre la parole puisqu'ils ont accès au micro directement, donc n'hésitez pas. Mais je reviens sur cette histoire de financement. On a eu en introduction un commentaire de général en disant qu'on n'était pas sur une loi de finances qui très extraordinaire. Tant mieux, il n'y avait pas de baisse d'impôts. Voilà, il y a la suite. Oui, mais il y a 150 milliards de déficit. Voilà. Ça, c'est colossal. Et pourtant, il n'y a pas de baisse d'impôts. C'est quand même assez... c'est ce que vous nous avez dit sur l'augmentation de l'endettement. Donc, j'ai un peu l'impression que depuis que nous faisons ces voix de silence et que vous nous accueillez ici au Péreux, qu'on a souvent porté ce discours-là, vous l'avez dit vous-même, mais il y a une espèce d'effet d'emballement qui est en train de se passer sous réserve de cette augmentation des taux. Oui. Alors, vous me disiez l'année dernière que, en fait, vous craigniez l'augmentation des taux, mais que tous les acteurs de place tentaient de vous persuader qu'il n'y aurait pas d'augmentation des taux, ce qui n'y a pas eu lieu. À moyen terme. À moyen terme. Et aujourd'hui, quel est un peu l'écho ? Le court terme, comme chacun sait, le court terme, c'est 1 an, moins d'1 an. Et là, on est 1 an après, et donc on va s'engager dans le moyen terme. Et là, je pense que, je pense
que les problèmes, on va les avoir dès la fin de cette année. Je ne me suis jamais risqué à des pronostics, hein, vous vous souvenez, oui, tout à fait. J'étais assez vague dans les échéances, mais là, je pense vraiment qu'on aura ces problèmes à la fin de l'année. Il y a tellement de facteurs convergents entre l'inflation, la réduction des politiques accommodantes, le fait que nous soyons maintenant complètement déclassés au niveau de l'euro, tout ça, à mon avis, va jouer. Bon, eh bien, écoutez, c'est des perspectives qui sont bien charpentées en argumentation puis en constat, mais qui sont peu porteuses d'espoir. Enfin, mais il y a quand même… je ne sais pas, moi, l'endettement à l'infini, ce n'est pas non plus porteur d'espoir. Ah ben, c'est clair, c'est clair. Il y a un moment où il faut revenir un peu sur Terre, comme on dit. Bien. Vas-y. En fait, réduire l'endettement, contrairement à une entreprise qui a la possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires et tous ses bénéfices, l'État, en fait, la seule possibilité, c'est de réduire ses dépenses. Alors, la possibilité, c'est d'augmenter le PIB, d'augmenter son chiffre d'affaires. Si vous augmentez le PIB, le chiffre d'affaires d'un pays, c'est son PIB. Et donc, le gouvernement explique aujourd'hui qu'avec les 6,7% de croissance de 2021, record, je n'avais jamais fait ça depuis très longtemps, grâce à ces 6,7%, on est en train d'augmenter fortement le PIB. Et que même derrière ça, hors effet conjoncturel, parce qu'il y a un effet de rattrapage par rapport à 2020, on est en train d'augmenter ce qu'on appelle notre croissance structurelle. Voilà, notre croissance potentielle, notre croissance structurelle. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Oui, mais c'est le gouvernement qui le dit. Moi, je n'en crois pas un mot. Pas un mot. Et vous ne voyez pas les éléments… Non, je ne les vois pas. Il y a un effet de rattrapage. Là aussi, si on se compare à l'Allemagne, l'Allemagne a eu une chute de croissance de l'ordre de 4 et quelques pourcents en 2020. Nous, je cite de mémoire, on était à -8. Bon, l'Allemagne, on fait beaucoup mieux qu'elle en 2021, parce que la chute a été plus violente en 2020, et l'effet de rattrapage est plus grand en 2021. Mais ne compte pas. Alors, parce qu'on était à -8 et là, on est à +6, donc on est à -2 toujours. Ah oui, enfin, en fait, le gouvernement dit qu'on rattrape quand même en ce tout début d'année, même fin d'année dernière, on revenait au niveau de 2019. Alors, on a une ou deux questions de notre auditoire. Je ne veux pas non plus donner l'impression d'être trop critique, parce que ce qu'a fait le gouvernement, la rapidité avec laquelle ça a été fait, fonds de soutien, chômage partiel, permis de tenir à flot le… Bon, il y a une grande… D'ailleurs, j'ai voté les 4 lois de finances rectificatives où on a mis en place toutes ces mesures de soutien. Quel est mon reproche? C'est qu'on n'a rien fait sur les retraites. C'est la première fois depuis 30 ans, depuis que je suis député, qu'une législature entière se passe sans qu'il y ait eu la moindre mesure sur les retraites. Rien. Or, c'est quand même la mère des réformes en matière de finances publiques. Et Emmanuel Macron s'était engagé, vous vous souvenez des chiffres, moins 120 000 agents publics, 50 000 États, 70 000 collectivités territoriales. Le nombre a augmenté. Il n'y a pas eu le début, en dehors de l'assurance chômage, c'est vrai, et puis la réforme du Code du travail, mais il n'y a rien eu. On n'a fait aucune réforme structurelle. C'est ça le sujet. Alors, on a une question sur comment se fait-il que les investisseurs étrangers soient néanmoins si intéressés par la dette française? Par la dette française. Parce que nous étions d'abord, c'est de l'euro, et ensuite on était, jusqu'à une période récente, le second optimum. Et dans ce déversement massif de liquidités, où est-ce que vous placez ces liquidités? D'abord sur le Bund allemand, la dette allemande, qui rapporte très peu, et puis derrière, optimum second, la dette française. Donc on n'a eu aucun problème. Mais
le revers de la médaille, c'est qu'on a 40% de notre dette détenue par des investisseurs, des fonds de pension canadiens, américains, par des banques centrales étrangères, à commencer par la banque centrale chinoise, et tout ça, ça peut être très, très, très volatile. Alors, on arrive à la fin de notre temps ensemble, puisqu'on arrive à 20 heures. Néanmoins, une des questions porte sur est-ce qu'une manière de faire des économies n'est pas de supprimer l'ensemble des doublons qu'on peut avoir entre l'État, la région, les collectivités territoriales. Bien sûr. Un sujet toujours abordé, mais toujours difficile à faire. Mais ce qui me rend, enfin, d'une certaine manière, quand même, pas trop inquiet, c'est que si on a une crise violente, toutes ces mesures qui sont contenues dans des milliers de rapports parlementaires, Cour des comptes, dans mes propres rapports, qu'on n'a jamais voulu prendre, sous l'empire de la nécessité, on sera obligé de le faire. Mais tout ça est documenté. Mais comment, s'il y a une crise violente, comment après ça pose des problèmes sociaux. Et là, je pense que si, on a vraiment un problème de financement, il faudra avoir une approche complètement générale, sans aucune exception, de donner un sentiment de justice, parce que personne ne sera épargné dans l'effort. On demandera un effort à tous les Français, toutes les entreprises, voilà. Mais cet effort, est-ce qu'il peut passer par de nouvelles augmentations d'impôts? Ça me paraît quand même très contre-productif. Donc, c'est plutôt un effort par rapport, là je vous rejoins, par rapport aux dépenses. Sur la santé, on a quand même d'énormes possibilités. On bloque depuis des décennies sur les indemnités journalières, sur les dépenses de santé remboursables. Je prends un exemple, ça me choque profondément. Juste en face de chez moi, vient de s'ouvrir un centre ophtalmologique qui est ouvert 7 jours sur 7. On sait très bien, le dimanche, les gens font la queue. J'ai déjà eu plusieurs retours selon lesquels, je ne devrais pas dire ça aussi, mais ils comptent des prestations qui en réalité n'existent pas. C'est le débit à la chaîne. Bon, on peut quand même, la sécurité sociale, avec tous les moyens de contrôler. Hein, et peut-être qu'on aura embauché quelques dizaines ou centaines de contrôleurs supplémentaires qui rapporteront l'année même 4 fois leur salaire. Il y a beaucoup de possibilités. Est-ce que c'est normal que les transports sanitaires aient augmenté de 10% chaque année depuis 20 ans? Est-ce que c'est normal? Donc, on a des marges. Sur les collectivités locales. Maintenant, avec la suppression de la taxe d'habitation, la quasi-totalité de la recette vient de l'État. Si l'État dit « je ferme le robinet », vous aurez 0 augmentation, toutes mes dotations sont gelées, voire je les diminue, comme ça a été fait d'ailleurs sous Hollande, en 2013-14, vous verrez bien que les communes, les régions, ils seront tous obligés de s'adapter. Des marges, il y en a. Aujourd'hui, prenez l'exemple de notre région. Vous avez la commune. Vous avez l'établissement public territorial. Vous avez le département. Vous avez la métropole du Grand Paris. Et vous avez la région. Vous avez 5 niveaux d'administration locale. Je n'ai pas parlé de l'État ni de l'Europe. 5 niveaux d'administration locale. Et tout ce petit monde recrute. Voilà. Bon, si vous leur serrez là, vraiment, mais à tous, sans exception, vous verrez bien qu'ils seront obligés de s'adapter. Voilà une feuille de route qui va être… Oui, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on pourrait avoir une contrainte douce, de garder quand même un gant de velours, mais si brutalement il y a une crise, on va être obligé de faire tout ça beaucoup plus rapidement, d'un seul coup, avec des désordres sociaux, des injustices, des remises en cause brutales de certains aspects du modèle social. Et moi, non mais, souvenez-vous, je le répète, regardez ce qui s'est passé, c'était il y a 10 ans, ce qui s'est passé en Espagne, en Italie. Et ce qui s'est passé au Royaume-Uni aussi. Au Royaume-Uni, alors, ils n'ont jamais été dans l'euro, ils ne sont plus dans l'Union européenne. Mais... Bien, écoutez, M. Carrez, merci pour cet échange. On compte beaucoup sur les entreprises, parce qu'en positif, c'est vrai que
les entreprises ont quand même bien traversé la crise. Alors on dit, certains disent, c'est parce que il y a eu la perfusion permanente. Il n'y a pas eu que ça. Il y a quand même un climat d'une certaine confiance, tant que les gens vont consommer. C'est pour ça, la confiance, ça j'ai souvent dit, la confiance, c'est un élément absolument capital. Donc, ce que je vous dis là, c'est en quasi privé. En aucun cas, il faut le mettre sur la place publique, c'est sûr. C'est sûr, on est dans une situation financière qui va nous attirer des ennuis, mais il faut essayer de garder le moral des Français. La cohésion de société reste forte pour pouvoir affronter les difficultés qui sont en face de nous. Et puis pas faire d'erreur de communication. Écoutez, on est en octobre 2017, première loi de finances de la nouvelle majorité, article du gouvernement, on augmente la taxe sur les carburants, pas seulement en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022. 5 ans. Alors au nom, l'écologie, la transition énergétique, etc. Qui est une autre préoccupation importante. Je suis intervenu, je me souviens, j'ai dit à Darmanin, qui était à l'époque au budget, monsieur le ministre, vous aurez la pagaille, vous aurez les gens dans les rues de Tourcoing, vous les aurez dans les rues de Tourcoing. Eh bien, ça a mis 1 an, mais ils sont bien, arrivés. Voilà. Et après, il a fallu… donc, il faut vraiment éviter aussi ce type de mesures. Et il y en a une, alors j'appelle votre attention dessus. Ils n'ont rien trouvé de mieux à la métropole du Grand Paris, à l'instigation de la ville de Paris, de voter la ZFE, la zone à faible émission. Personne n'est au courant. Hein. Et ça se produit, c'est obligatoire à l'intérieur du périphérique. Mais au-delà, de l'A86. Mais juste au-delà de l'A86, les communes qui étaient d'accord y ont adhéré. Bon, Champigny, par exemple, y est. Bon, nos gens, ils n'avaient pas le choix, ils sont à l'intérieur. Moi, j'ai voté contre. Et le PRE n'y est pas. J'ai voté contre. Je prends le pari. Au 1er juillet 2024, ce qui a été voté, c'est que vous ne pouvez plus utiliser votre véhicule diesel. Vous ne pouvez plus. Et donc, la dame qui est infirmière libérale ou aide-soignante, les travailleurs de première ligne qui sont obligés de prendre leur voiture, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils peuvent tous prendre leur transport en commun, et qui ont un vieux diesel, comment ils font? Ils ne peuvent plus l'utiliser. Et bien, tout ça, on va avoir les gilets jaunes. C'est une certitude. Et ils auront raison. Ils auront raison. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on… Je dis, il faut faire des économies, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et les écolos vont nous faire n'importe quoi si on les écoute trop. C'est un autre débat. On ne pourra pas le faire ce soir, avec aussi des vraies problématiques qui arriveront en termes environnementaux. Mais après, il va falloir trouver les éléments de traitement. Là, il y a une Merci beaucoup, M. Carrez, pour votre éclairage. Qui va piano, va sano. C'est la première chose en matière de… Voilà un bon élément de conclusion. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir suivi ce séminaire. Merci à tous nos intervenants et intervenantes d'avoir eu la gentillesse de préparer cette intervention et de l'expliquer. J'espère qu'aux uns et aux autres, vous avez pu trouver des informations utiles pour votre vie au quotidien. Nous sommes à votre disposition pour vous donner plus d'informations si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter. Et en tous les cas, merci M. Carrez. Merci aussi à Madame le maire de nous avoir invités dans cette grande salle des mariages de la mairie du Perreux pour faire cet enregistrement.